Bonjour à tous, donc on se retrouve aujourd'hui pour l'aveu de Maupassant toujours. Nous en sommes à la moitié du recueil, je dirais. Voilà, donc c'est parti, l'aveu. J'avoue, j'ai pas regardé si c'était une grande ou une courte nouvelle. Ça a l'air d'être une nouvelle plutôt courte, comme les deux précédentes. Donc on y va, c'est parti. L'aveu. Le soleil de midi tombe en larges pluies sur les champs. Ils s'étendent, onduleux, entre les bouquets d'arbres des fermes, et les récoltes diverses, les seigles mûrs et les blés jaunissants, les avoines d'un vert clair, les trèfles d'un vert sombre, étalent un grand manteau rayé, remuant et doux sur le ventre nu de la terre. Là-bas, au sommet d'une ondulation, en rangée comme des soldats, une interminable ligne de vaches, les unes couchées, les autres debout, clignant leurs gros yeux sous l'ardente lumière, ruminent et pâturent un trèfle aussi vaste qu'un lac. Et deux femmes, la mère et la fille, vont, d'une allure balancée l'une devant l'autre, par un étroit sentier creusé dans les récoltes, vers ce régiment de bêtes. Elles portent chacune 2 seaux de zinc maintenus loin du corps par un cerceau de barrique. Et le métal, à chaque pas qu'elles font, jette une flamme éblouissante et blanche sous le soleil qui la frappe. Elles ne parlent point. Elles vont traire les vaches. Elles arrivent, posent à terre un seau, et s'approchent des 2 premières bêtes, qu'elles font lever d'un coup de sabot dans les côtes. L'animal se dresse, lentement, d'abord sur ses jambes de devant, puis soulève avec le plus de peine sa large croupe, qui semble alourdie par l'énorme mamelle de chair blonde dépendante. Et les 2 malivoires, mère et fille, à genoux sous le ventre de la vache, tirent par un vif mouvement des mains sur le pis gonflé, qui jette, à chaque pression, un mince fil de lait dans le seau. La mousse un peu jaune monte au bord et les femmes font de bête en bête jusqu'au bout de la file longue. Dès qu'elles ont fini d'en traire une, elles la déplacent, lui donnant à pâturer un bout de verdure intacte. Puis elles repartent, plus lentement, alourdies par la charge du lait, la mère devant, la fille derrière. Mais celle-ci brusquement s'arrête, pose son fardeau, s'assied et se met à pleurer. La mère malivoire, n'entendant plus marcher, se retourne et demeure stupéfaite. « Qu'est-ce que t'as » dit-elle. Et la fille Céleste, une grande rousse aux cheveux brûlés, aux joues brûlées, tachée de son, comme si des gouttes de feu lui étaient tombées sur le visage, un jour qu'elle peinait au soleil, murmura en geignant doucement, comme font les enfants battus. « Je ne peux plus porter mon lait. » La mère la regardait d'un air soupçonneux. Elle répéta. « Qu'est-ce que t'as » Céleste reprit, écroulée par terre entre ses 2 seaux, et se cachant les yeux avec son tablier. « Ça me tire trop, je ne peux pas. » La mère, pour la 3e fois, reprit. « Qu'est-ce que t'as donc » Et la fille gémit. « Je crois bien que... me v'là grosse. » Et elle sanglota. La vieille, à son tour, posa son fardeau, tellement interdite qu'elle ne trouvait rien à dire. Enfin, elle balbutia. « Te voilà grosse, manante ? C'est-il bien possible ?» C'étaient de riches fermiers, les malivoires, des gens cossus, posés, respectés, malins et puissants. Céleste bégaya. « Je crée ben que oui, tout de même. » La mère, effarée, regardait sa fille abattue devant elle et larmoyant. Au bout de quelques secondes, elle cria. « Te v'là grosse, te v'là grosse ! Où que t'as attrapé ça, roulure ?» Et Céleste, toute secouée par l'émotion, murmura. « Je crée ben que c'est dans la voiture à Polyte. » La vieille cherchait à comprendre, cherchait à deviner, cherchait à savoir qui avait pu faire ce malheur à sa fille. Si c'était un gars bien riche et bien vu, on verrait à s'arranger. Il n'y aurait encore que demi-mal. Céleste n'était pas la première à qui pareille chose arrivait. Mais ça la contrariait tout de même, vu les propos et leur position. Elle reprit. « Et qu'est-ce que c'est qui t'a fait ça, salope ?» Et Céleste, résolue à tout dire, balbutia. « Je crée ben que c'est Polyte. » Alors la mère malivoire, affolée de colère, se rua sur sa fille et se mit à la battre avec une telle frénésie qu'elle en perdit son bonnet. Elle tapait à grands coups de poing sur la tête, sur le dos, partout.
et Céleste, tout à fait allongée entre les deux seaux, qui la protégeaient un peu, cachait seulement sa figure entre ses mains. Toutes les vaches, surprises, avaient cessé de pâturer, et s'étant retournées, regardaient de leurs gros yeux. La dernière meugla, le mufle tendu vers les femmes. Après avoir tapé jusqu'à perdre haleine, la mère Malivoire, essoufflée, s'arrêta. Et, reprenant un peu ses esprits, elle voulut se rendre tout à fait compte de la situation. « Polyte, si c'est Dieu possible, comment que t'as pu, avec un cocher de diligence? T'avais-tu perdu l'essence? Faut qu'il t'ait jeté un sort pour sûr, impropre à rien. » Et Céleste, toujours allongée, murmura dans la poussière. « J'y payais point la voiture. » Et la vieille Normande comprit. Toutes les semaines, le mercredi et le samedi, Céleste allait porter au bourg les produits de la ferme, la volaille, la crème et les œufs. Elle partait dès 7 heures avec ses 2 vastes paniers au bras, le laitage dans l'un, les poulets dans l'autre, et elle allait attendre sur la grande route la voiture de poste d'Yvetot. Elle posait à terre ses marchandises et s'asseyait dans le fossé, tandis que les poules au bec court et pointu, et les canards au bec large et plat, passant la tête à travers les barreaux d'osier, regardaient de leur œil rond, stupide et surpris. Bientôt, la guimbarde, sorte de coffre jaune coiffé d'une casquette de cuir noir, arrivait, secouant son cul au trot saccadé d'une rose blanche. Et Polyte, le cocher, un gros garçon réjoui, ventru bien que jeune, et tellement cuit par le soleil, brûlé par le vent, trempé par les averses et teinté par l'eau-de-vie qu'il avait la face et le cou couleur de brique, criait de loin en faisant claquer son fouet. « Bonjour, mamselle Céleste. La santé, ça va-t-il » Elle lui tendait, l'un après l'autre, ses paniers qu'il casait sur l'impériale. Puis elle montait en levant haut la jambe pour atteindre le marchepied, en montrant un fort mollet vêtu d'un bas bleu. Et chaque fois, Polyte répétait la même plaisanterie. « Mazette, il n'a pas maigri !» Et elle riait, trouvant ça drôle. Puis il lançait un « Hue cocotte !» qui remettait en route son maigre cheval. Alors Céleste, atteignant son porte-monnaie dans le fond de sa poche, en tirait lentement 10 sous, 6 sous pour elle et 4 pour les paniers, et les passait à Polyte par-dessus l'épaule. Il les prenait en disant « C'est pas encore pour aujourd'hui, la rigolade ?» Et elle riait de tout son cœur en se retournant vers elle pour la regarder à son aise. Il lui en coûtait beaucoup, à elle, de donner chaque fois ce demi-franc pour 3 kilomètres de route. Et quand elle n'avait pas de sous, elle en souffrait davantage encore, ne pouvant se décider à allonger une pièce d'argent. Et un jour, au moment de payer, elle demanda « Pour une bonne pratique comme mes, vous devez bien me prendre que 6 sous ?» Il se mit à rire. « 6 sous, ma belle, vous valez mieux que ça, pour sûr. » Elle insistait. « Ça vous fait pas moins 2 francs par mois. » Il cria en tapant sur sa rosse. « Tenez, je suis coulant. Je vous passerai ça pour une rigolade. » Elle demanda d'un air niais. « Qu'est-ce que c'est que vous dites ?» Il s'amusait tellement qu'il toussait à force de rire. « Une rigolade, c'est une rigolade, pardi. Une rigolade, fille et garçon, en avant d'eux, sans musique. » Elle comprit, rougit et déclara. « Je ne suis pas de ce jeu-là, monsieur Polyte. » Mais il ne s'intimida pas, et il répétait, s'amusant de plus en plus. « Vous y viendrez, la belle. Une rigolade fille et garçon. » Et puis, depuis lors, chaque fois qu'elle le payait, il avait pris l'usage de demander. « C'est pas encore pour aujourd'hui, la rigolade ?» Elle plaisantait aussi là-dessus, maintenant, et elle répondait. « Pas pour aujourd'hui, monsieur Polyte. Mais c'est pour samedi, pour sûr alors. » Et elle criait en riant toujours. « Entendu pour samedi, ma belle. » Mais elle calculait en dedans que, depuis 2 ans que durait la chose, elle avait bien payé 48 francs à Polyte et 48 francs à la campagne, ne se trouve pas dans une ornière. Et elle calculait aussi que dans 2 années encore, elle aurait payé près de 100 francs. Si bien qu'un jour de printemps qu'ils étaient seuls, comme il demandait selon la coutume, « C'est pas encore pour aujourd'hui la rigolade ?» Elle répondit, « À votre désir, monsieur Polyte. » Il ne s'étonna pas du tout et enjamba la banquette de derrière en murmurant d'un air content.
Et allons donc. Je savais bien qu'on y reviendrait. Et le vieux cheval blanc se mit à trottiner d'un train si doux qu'il semblait danser sur place, sourd à la voix qui criait parfois du fond de la voiture. « Hue donc, cocotte! Hue donc, cocotte !» 3 mois plus tard, Céleste s'aperçut qu'elle était grosse. Elle avait dit tout cela d'une voix larmoyante à sa mère. Et la vieille, pâle de fureur, demanda « Combien que ça y a coûté alors ?» Céleste répondit « 4 mois, ça fait 8 francs pour sûr. » Alors la rage de la campagnarde se déchaîna éperdument et retombant sur sa fille, elle la rabattit jusqu'à perdre le souffle. Puis s'étant relevée « Y as-tu dit que t'étais grosse ?»« Mais non, pour sûr. »« Pourquoi que tu as point dit ?»« Parce qu'il m'aurait fait payer peut-être bien. » Et la vieille songea, puis reprenant ses seaux « Allons, lève-t'es et tâche d'avenir. » Puis, après un silence, elle reprit. « Et puis, dis rien tant qu'il ne verra point, que j'y gagnons bien 6 ou 8 mois. » Et Céleste, s'étant redressée, pleurant encore, décoiffée et bouffie, se remit en marche d'un pas lourd en murmurant « Pour sûr que je dirai point. » Voilà, c'est terminé pour l'aveu. C'est assez triste quand même comme fin, puisque finalement, en ne disant rien, ils vont quand même, elle va devoir continuer justement à essayer de ne pas payer la voiture. Donc, voilà, c'est une petite histoire sympathique, non, mais voilà, une des histoires qui se passait à l'époque justement. Donc voilà, j'espère qu'elle vous aura plu. Et puis on se retrouve demain, et cette fois-ci, on va lire la nouvelle, une célèbre nouvelle. Je pense qu'on l'a plus ou moins tous lue au collège ou au lycée. Ce sera La Parure. Moi, je me souviens, j'avais beaucoup aimé cette nouvelle. Donc j'ai hâte de vous la lire demain. Et j'espère qu'elle vous plaira tout autant si vous ne la connaissez pas. Et si vous la connaissez, j'espère que vous prendrez plaisir à y replonger. Voilà, je vous souhaite une très très bonne soirée et à demain. Ciao!